Cryptoxer aujourd'hui. Je suis ravie de couvrir l'événement avec vous. Je me présente, je suis Magali, donc rédactrice en chef du Journal du Coin. Et aujourd'hui, nous allons ensemble, avec le colonel Duvinage, avec également Akli Lecoq. Nous avons à ma gauche également Sébastien Martin et Stéphane Parny. Vous allez tous vous présenter les uns après les autres et nous allons aborder aujourd'hui l'impact des cryptoactifs dans la lutte contre la cybercriminalité. Akli Lecoq, je vous laisse commencer pour la présentation. Bonjour, bonsoir à tous. Du coup, je travaille au commandement cyber ministère de l'Intérieur, c'est en réorganisation. Et donc, du coup, je m'occupe d'appuyer les opérationnels sur les problématiques de lutte contre la cybercriminalité et également d'assister les décisionnaires sur tout ce qui est vulgarisation, sensibilisation sur ces domaines cryptoactifs en particulier. Et je travaille aux côtés du colonel Duvinage. Merci, colonel Nicolas Duvinage de la Gendarmerie nationale. Donc le métier de notre unité, le commandement dans le cyberespace, c'est de lutter contre la cybercriminalité au sens large, y compris quand il y a un volet crypto, en matière de prévention, en matière de répression, le volet technique et également la formation et l'outillage de nos enquêteurs. Et on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail au cours de cette table ronde. Bonsoir à tous, Sébastien Martin, CEO et cofondateur de Red Square. Red Square est une société française spécialisée dans la gestion des risques pour les cas d'usage Web3. On a deux principaux métiers. Le premier, c'est l'investigation. Dans le cadre suite à des arnaques, des escroqueries, on aura l'occasion d'y revenir. Et ensuite, on a un métier de cybersécurité où on agit à la fois en préventif, il y a de l'audit, et aussi en curatif, où on a beaucoup de crises à gérer. Voilà pour la présentation. Bonsoir à tous, Stéphane Parny, CEO de SP Consulting Informatique, entreprise basée sur Auxerre. Nous, on est spécialisé dans tout ce qui est infrastructure, plutôt du coup orienté Web 2 avec un public plus commun, et tout ce qui est cybersécurité, SOC et audit, pentesting et tout ce qui va avec. Du coup, dans un premier temps, il s'agirait d'aborder ensemble et de savoir comment les cryptoactifs ont transformé pour vous le paysage de la cybercriminalité et comment votre travail dans la lutte contre la cybercriminalité a évolué avec l'arrivée des cryptoactifs. Alors les cryptos, en fait, en lien avec la cybercriminalité, ça va être essentiellement deux choses. Ça va être un moyen de paiement d'un bien ou d'un service généralement illicite, quand on s'y intéresse en tout cas. Donc ça va être un moyen de paiement. Ça va être également un moyen de blanchiment. Donc typiquement un moyen de paiement, ça va être les cryptos qui sont utilisés pour vendre des stupes sur un channel Telegram ou sur le dark web, pour vendre des faux papiers, pour vendre des biens et services illicites. Ça va être également un moyen de paiement pour des rançons sur des ransomware. Ou sur des leaks, donc des fuites de données, des vols de données. Et puis ça va être également un moyen de blanchiment. Donc vous avez des escrocs, vous avez des trafiquants de tout type qui vont se faire beaucoup d'argent du cash classique, des euros classiques, des dollars classiques, et qui vont avoir besoin de placer cet argent et si possible de le blanchir pour lui donner une apparence légale. Et donc les cryptos sont aussi un moyen de blanchir, tout comme l'investissement dans de l'immobilier, dans des biens de luxe. Et puis on a un dernier volet plus récent, mais qui monte malheureusement très très fort, c'est les escroqueries au faux placement en crypto, ou tout simplement les vols de crypto. Je dirais que les cryptos, en fait, c'est un nouvel outil qui est à disposition de toute possible mauvaise intention. Et je dirais que la crypto est un nouvel outil qui, avec le fait d'exister, je dirais peut être utilisé à des fins illicites. Évidemment,
Quand je dis ça, c'est que évidemment il y a d'autres utilisations qui sont beaucoup plus, on va dire, positives. Mais je dirais, voilà, c'est on va dire, une sphère qui existe et qui est utilisée à des fins illicites, parfois. Ensuite, sur des activités, quel est notre rôle, nous, dans la lutte contre la cybercriminalité ? En fait, via les investigations que nous menons, on est souvent contacté par des victimes, on va dire, du faux placement crypto, qui a donc espéré vouloir confier une somme à des entreprises qui le feraient fructifier, en disant, voilà, vous aurez des performances de 200%, 500%, et qui donc confie une somme. Donc en général, c'est le modus operandi suivant. Il commence à confier une petite somme. Petit à petit, le lien de confiance, en tout cas, il pense qu'il s'installe. Et après, on rentre, on va dire, dans la spirale où, in fine, quasiment tout leur argent est confié à ces escrocs. Donc nous, si vous voulez, on répond, en tout cas quand on est sollicité, à la problématique suivante, c'est, OK, les fonds que j'ai confiés, que sont-ils devenus ? Si on me dit que j'ai donné 50 000 et que désormais j'aurai potentiellement 300 000, est-ce vrai ? Et le documenter, donc à la fois dans le tracing et d'aller collecter les preuves, et ensuite, on va dire, d'expliquer les modus operandi employés en question. Et donc c'est là où, effectivement, après, on rentre dans un travail, effectivement, de collaboration avec notamment les unités on va dire, d'investigation de la gendarmerie nationale, pour justement remonter les informations qu'on aurait pu collecter dans le cadre du dossier. Donc voilà notre métier. Nous, concernant notre métier, les cryptos, elles servent essentiellement en moyen de paiement, puisque en gros, concrètement, une société, quand elle se fait cryptoloquer, ces données vont être cryptées, et ensuite on va lui demander une rançon, et souvent ces rançons, pour même 99% des cas, sont payables en Bitcoin via un lien qui redirige vers le Web 3. Aujourd'hui, nous, dans notre métier, c'est le seul impact vraiment qu'il y a, et après, ce sont des choses plutôt, comme disait le colonel tout à l'heure, c'est vraiment un moyen de paiement. Aujourd'hui, c'est vraiment ça l'impact pour nous dans notre métier. Alors, pardon. Juste en complément, il y a 2 erreurs à ne pas faire, idéalement. La première erreur, c'est penser que les cryptoactifs, en général, tous les cryptoactifs et tout le système et l'écosystème des cryptoactifs relèvent de la cybercriminalité. Donc ça, c'est la première erreur à faire. Dans les estimations qu'il y a, ça représente à chaque fois systématiquement moins de 1% de ce qu'on est capable de calculer via des sociétés de conseil diverses et variées que peut-être certains connaissent. Et la deuxième erreur, c'est de penser que la cybercriminalité n'utilise pas du tout les cryptoactifs. Et donc, ça a l'air bénin ce que je dis, mais du coup, c'est important d'avoir cet équilibre. Quand on aborde le sujet du lien entre les cryptoactifs et la cybercriminalité, ce ne sont que des outils. Et donc, comme l'être humain, les outils peuvent être bien employés ou employés pour faire le mal. Et donc, sur les criminalités qui existaient déjà, voler des données, bloquer des données, réclamer une rançon derrière, voler les gens, les escroquer, voilà, faire circuler des stupéfiants et blanchir de l'argent, c'est pareil. On a toujours un nouvel outil, et pourquoi on se priverait de l'utiliser ou pas. Et on a, avec le colonel du Vinage, les forces de l'ordre ont un œil lucide, équilibré, sur le lien justement entre les cryptoactifs et la cybercriminalité, sans faire d'amalgame totaux. Voilà. Alors du coup, tu l'as un petit peu abordé tout à l'heure. Il a été évoqué, comme vous avez pu le remarquer, du coup nous avons d'un côté des sociétés qui font une lutte contre la cybercriminalité pour l'État, enfin au nom de l'État, et de l'autre nous avons des entreprises privées. Dans quelle mesure vous collaborez ensemble ? Je dirais la collaboration se fait assez naturellement. Ça veut dire, nous, si vous voulez, notre métier, c'est d'aller, in fine, collecter des preuves et documenter ce qui s'est passé.
Mais là où en fait la collaboration se fait naturellement, c'est que nous, une fois qu'on a collecté ces informations, c'est l'État qui peut, je dirais, qui a une vieille notion qui est le monopole de la violence légitime. Et donc, les informations que nous collectons, on a quelque part, on les communique au service. Parfois, ils sont joints aussi au dépôt de plainte. Et après, je dirais, les informations sont évidemment vérifiées aussi par les services de l'État et qui mènent aussi évidemment leur propre recherche et qui vont comparer, on va dire, les informations qu'une société privée comme la nôtre peut donner et ce que eux trouvent en tant qu'officiers de police judiciaire. Et puis donc ça, c'est pour le volet, on va dire, de l'enquête, de pouvoir, on va dire, travailler les faits, vérifier ce qui s'est passé. Et puis ensuite, évidemment, il y a le volet, on va dire, judiciaire, où il s'agit d'aller tout simplement et potentiellement trouver des auteurs, potentiellement autoriser des saisies d'actifs numériques. Et donc, en fait, je dirais la collaboration publique-privée est indispensable et on sait, je dirais, jusqu'où notre compétence on va dire nos prérogatives s'arrêtent. Donc voilà un petit peu comment la collaboration publique-privée se fait en tout cas. Et est-ce que du coup, dans cette dynamique, tu peux nous parler un petit peu de la Ligue pour la sécurité Web3, dont tu es également le fondateur, enfin un des fondateurs? Alors, je suis président des fondateurs. Il y a différentes structures. Et puis, d'ailleurs, la gendarmerie nationale est aussi dans le conseil d'administration. Donc, en fait, pourquoi on a voulu structurer la Ligue pour la sécurité du Web3 ? On partait du constat que la sécurité, on en parle tout le temps dans le Web3, c'est un enjeu absolument majeur. Mais on n'avait pas, si vous voulez, de réseau où se retrouver et, comment dirais-je, échanger autour de nos métiers pour déjà bâtir un réseau d'acteurs variés. Donc on retrouve en fait à ce stade on a une quarantaine de membres et vous retrouvez, on va dire, la grande diversité de l'écosystème du Web3 et des acteurs qui participent à la lutte contre la cybercriminalité. Et donc une fois si vous voulez, qu'on crée un réseau, il y a aussi la possibilité derrière de bâtir des bonnes pratiques, sensibiliser, mener des campagnes, on va dire, de prévention, et aussi, je dirais, de s'enrichir mutuellement je dirais, de nos savoir-faire, et puis de s'entraider dans des situations pour pouvoir être efficace face aux situations de crise. Peut-être que je peux aussi laisser le colonel pour expliquer la perspective gendarmerie. Merci. Oui, la collaboration publique-privée, elle est indispensable. Comme on le dit souvent, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et donc, on a absolument besoin d'un certain nombre de partenariats avec le privé, avec le monde académique aussi, avec parfois le monde associatif, y compris des associations professionnelles d'ailleurs. Ce que l'on ne fait pas, la mission de la gendarmerie, c'est pas par exemple de faire de l'audit ou de faire de la remédiation ou de la réponse à incident. Donc typiquement de l'audit de smart contract, si vous avez besoin d'auditer du smart contract, ne frappez pas à la porte de la gendarmerie, c'est pas notre métier. Il peut arriver qu'on ait besoin nous-mêmes d'auditer du smart contract quand il y a eu une utilisation abusive d'un smart contract. Mais ce n'est pas notre métier de faire de l'audit de smart contract. De la même façon, quand une entreprise se fait pirater, se fait compromettre son système d'information, qu'il y ait un lien ou pas avec les cryptos d'ailleurs, notre métier, ça ne va pas être d'éteindre l'incendie. On n'est pas une société de remédiation, mais ça va être de demander à la société de remédiation ou à la victime, à l'entreprise victime, les éléments de preuve qui vont nous permettre d'identifier les attaquants et de les interpeller et de les apporter à la justice. Et l'autre intérêt de la collaboration avec le secteur privé, c'est pour prévenir la commission des crimes et des délits. Et donc, pour diffuser un certain nombre de messages, de bonnes pratiques de prévention, mais aussi pour faire de la veille, pour avoir des capteurs de la réalité de la criminalité, et nous alerter pour savoir sur quel type de phénomène on doit apporter notre attention.
comme le disait le colonel Duvinage, c'est vrai que nous, les entreprises privées, par exemple, nous, dans notre cas, on va être la société qui va remédier à ce cryptolocage. Mais dans toutes les démarches qu'il y a à faire, il y a des plaintes à poser, faire des déclarations à la CNIL. Ensuite, on va fournir toutes les traces des intrusions, etc., le maximum d'informations aux services de l'État pour que les services de l'État puissent aller interpeller ou déjà contacter, essayer de trouver les cybercriminels au final. Et nous, notre rôle de société privée, c'est vraiment d'aller vraiment chercher dans les technologies pour pouvoir aider au mieux et en fait tous collaborer ensemble. Nous, on va avoir notre rôle de conseil, d'audit et de réparateur, vulgairement. Et après, les services de l'État vont vraiment aller chercher là où ça vient taper, hein, concrètement, hein, les cybercriminels, pour pallier à tout ça. Donc c'est vraiment une collaboration étroite qui se fait, mais naturellement. En fait, tout se fait vraiment naturellement. Non. Du coup, on a un petit peu commencé à parler smart contract. J'avais une question un petit peu précise qui était quelles étaient les blockchains sur lesquelles vous enquêtiez le plus et pourquoi surtout. Et est-ce qu'il y a une prévention un petit peu élémentaire à associer à une blockchain ou une autre ? Alors, historiquement, on a commencé, nous, gendarmes, comme tout le monde, avec les premières cryptos qui ont tenu le haut de l'actualité et du pavé, à savoir Bitcoin. Et donc, on a commencé là-dessus et on continue aujourd'hui, bien entendu. Mais il a fallu, comme les escrocs, comme les criminels, qu'on diversifie aussi un peu notre portefeuille d'activités. Pour dresser des parallèles. Et donc, on essaye d'investiguer sur l'ensemble des protocoles et des blockchains. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de domaines de la criminalité qui restent très tournés Bitcoin. Les rançongiciels, les ransomware, c'est de façon écrasante du Bitcoin. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais et qu'il n'existe jamais de ransomware qui réclament autre chose que des rançons en Bitcoin, mais c'est quand même 90, 95, 98% des ransomware qui réclament du Bitcoin. Ensuite, sur les faux placements ou sur les vols de crypto, c'est beaucoup plus varié. Sur les escroqueries, sur les vols, c'est beaucoup plus varié. Sur les moyens de paiement stup, il y a beaucoup de Bitcoin aussi. Après, je laisse la parole à Cli qui a des précisions à apporter. Ouais. En fait, il y a un effet de biais, il y a un effet de halo quand on regarde la cybercriminalité. Bon, déjà, on ne voit, nous, en tant qu'autorité publique, on ne voit que ce qui est soumis à l'administration. Donc, si la personne ne porte pas plainte, on ne pourra jamais savoir que finalement, il y a telle tendance d'usage malveillant ou d'infraction sur une nouvelle crypto ou sur un nouveau protocole qui nous aura échappé. Donc en fait, on ne peut voir que ce qu'on nous demande de regarder. En fait, c'est pour ça qu'on doit aussi être en initiative et en veille. Et c'est à ça que mon collègue Robin Guerchon et moi-même on sert. On essaye d'anticiper aussi ce qui pourrait se passer. Pour faire très court, je vais essayer de faire le plus court possible. On a concrètement sur les ransomware, voilà. Sur les ransomware, effectivement, on a, je caricature, mais si je veux demander une rançon à l'hôpital d'Auxerre, je vais demander en Bitcoin, je ne vais pas demander en DAI ou en marijuana coin, ça existe vraiment, hein, c'est sur CoinMarketCap. Donc il faut bien demander des actifs que les victimes connaissent et peuvent manipuler. Ensuite, on a tout ce qui relève, ça a été dit, du vol et de l'escroquerie. Là, j'ai envie de dire, la chose la plus importante du point de vue psychologique d'un criminel, c'est pouvoir rapidement faire bouger les fonds et rapidement essayer de pouvoir les dépenser et de pouvoir sortir. Et en fait, la tendance lourde qu'il ne faut pas manquer et sur laquelle il faut vraiment que chacun soit en responsabilité, les autorités publiques comme le secteur privé, c'est les stablecoins et en particulier l'USD Tether qui pose un problème vraiment très important en termes de criminalité et qui est un support massif pour les usages criminels. Et enfin, en dernier lieu, il y a ce qui relève du vol
mais voilà, qui doit être prouvé devant un juge, mais qui en réalité, si on est juste factuel, relève de l'exploitation d'une faille dans un smart contract. Et concrètement, au lieu de voler une société privée centralisée dans le Web 2, aujourd'hui, déjà hier, mais de plus en plus demain, on va voler carrément les tuyaux entre les différents acteurs professionnels que sont les protocoles. Donc les blockchains, les graphes, vont être vidés de leur fonds avec ces exploitations de smart contracts. Et dernier point, donc là je parlais des actifs, principalement en insistant sur le Tether. En termes de protocole, en termes de blockchain, on a un biais français, européen et occidental. Et en fait, dans le monde, le volume qui est fait sur le réseau Tron est plus important on-chain. On a tendance à regarder CoinMarketCap et la valorisation totale, mais en réalité, le volume on-chain, je parlais du Tether, il est majoritairement sur Tron en fait. Ethereum vient en deuxième en fait. Donc il faut regarder notamment la blockchain Tron et les autres blockchains, pas que le Bitcoin et l'Ether. C'est sur ça que vraiment on essaye de se mettre à jour au ministère de l'Intérieur en général. Du coup, dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, alors on a commencé à l'évoquer, il y a un gros pan, que ce soit du côté des particuliers ou bien des entreprises, sur la prévention. Qu'est-ce qui est mis en place de votre côté, par exemple, auprès de vos clients ou des gens qui font appel à vos services dans le cadre de la prévention? Et un petit peu même question du coup à ma droite par la suite. Nous, si vous voulez, en ce moment, on travaille beaucoup sur la vérification de dApps, donc les applications décentralisées. Et on est en train de justement configurer des paramètres, on va dire, de confiance vis-à-vis des dApps. Et ça, on est en train de travailler avec un des principaux layers de l'écosystème. Donc ça, c'est pour nous le premier volet, on va dire, de prévention. C'est, je dirais, de déterminer aussi des critères qui nous permettent, en fait, si vous voulez, de faire confiance en une DApp, sachant que dans ces critères-là, des choses qu'on rencontre fréquemment, c'est typiquement des utilisateurs qui voudraient aller sur une DApp, justement, et puis qui, en fait, se trompent d'URL, vont, en fait, sur un fork, en quelque sorte. Et le site est, si vous voulez, un duplicata du site, mais n'est pas le site originel, et commence à aller, par exemple, faire des transactions, et puis le site n'étant pas le vrai, tout simplement commence à se faire siphonner les fonds. Donc ça, pour nous, je dirais, c'est un point important, c'est de dire que comme l'adoption, si vous voulez, se fera par on va dire, le développement des usages, qui portent les usages, ce sont les dApps. Ces dApps, il faut définir des paramètres de confiance. Et les dApps, si on prend un peu plus aussi de hauteur, dans le cadre de leurs activités qu'elles sont amenées à fournir, sont amenées à demander des agréments, notamment donc en France, c'est le PSAN. Dans d'autres pays, c'est d'autres régimes. En Allemagne, c'est plutôt est-ce que l'acteur sera custody ou pas, par exemple. Et donc, cela... si vous voulez, les informations de savoir si l'acteur qui fournit tel service est régulé. Et en France, vous allez sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et l'information est publique de savoir quels sont les acteurs régulés pour fournir tel et tel service sur actifs numériques. Donc ça, pour nous, c'est quand même un peu une règle de base. Il y a beaucoup de clients qui veulent, par exemple... alors nous, en fait, des fois, on intervient en fait, a posteriori, mais gérer, c'est eu égard de la particularité de notre métier qui est de gérer les risques. Et des fois, les risques, gérer, ils sont survenus. Mais ma recommandation première, et si vous voulez investir dans des cryptos, commencez déjà par regarder quels sont les acteurs qui sont régulés pour le faire. Et typiquement, ce qu'on découvre, c'est les gens ont tendance à beaucoup plus faire confiance en une pub sur Facebook qu'en allant voir le site de l'AMF. Et si vous voulez, la pub Facebook leur dira, voilà, vous allez faire une plus-value de 2000% ou je sais pas quoi, comme Elon Musk. Et les gens cliquent dessus, dans leur numéro de téléphone. Évidemment, après, on rentre dans la spirale. Donc voilà un petit peu déjà quelques conseils, mais évidemment, il y en a d'autres. Évidemment aussi, comme on est sur une technologie qui repose notamment sur des smart contracts, ma recommandation aussi première, c'est d'essayer un petit peu de regarder ce qu'il y a sous le capot,
Mais ça aussi, j'admets aussi que, et moi-même d'ailleurs, je suis bien placé pour le savoir, je suis juriste, je ne suis pas tech, et donc d'aller, si vous voulez, regarder le code, j'en serais tout à fait incapable, car profane. Nous, ça va être beaucoup plus basique, ça va être beaucoup de sensibilisation utilisateur. Comme ça vient d'être dit, les faux sites internet qui vont permettre de faire du phishing, les mécanismes de double authentification, la sensibilisation au mot de passe, les échanges de clés, toutes ces choses-là. Donc ça va être vraiment du préventif vers l'utilisateur final, ce qui va permettre, on espère, d'éviter de se faire sniffer ces données par une erreur bête. La prévention pour la gendarmerie, c'est aussi bien à destination du grand public que des professionnels. Donc il faut qu'on arrive à moduler notre discours, à adapter notre discours de prévention en fonction de notre public, sachant que même des citoyens qui sont aguerris aux cryptos, même des citoyens qui font ça depuis des années, qui sont hyper spécialistes, peuvent tomber dans le panneau. Il ne faut pas se croire invulnérable et il ne faut pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres. On était fin août à Biarritz. On a croisé un certain nombre et même un nombre certain de professionnels qui nous ont dit bah oui, même moi, j'ai perdu 10 000, 20 000, 50 000. Même moi, je me suis fait avoir. Même moi, je me suis fait siphonner tel ou tel compte, tel ou tel wallet. Les modes opératoires ils sont extrêmement variés. Ça peut être du phishing. C'est vieux comme le monde, le phishing, mais ça marche malheureusement extrêmement bien. C'est pour ça que c'est vieux comme le monde, c'est parce que ça marche. Donc le phishing marche extrêmement bien. Il y a un certain nombre de malwares aussi qui viennent s'installer sur votre smartphone ou sur votre PC et qui vont venir vous récupérer tout ce qu'il y a dessus, typiquement une seed. Par exemple. Il y a également tout ce qui est faux placement, ou en tout cas escroquerie avec des rendements qui sont juste mirobolants. Dans la vraie vie, comme dans le Web 2, comme dans le Web 3, que ce soit avec de la monnaie classique ou que ce soit avec de la crypto, quand on vous propose un rendement à 30, 40, 50, 80%, il faut peut-être se poser des questions avant d'y mettre un petit billet ou un petit coin. Et puis, on a aussi un phénomène qui est assez massif depuis quelques mois. C'est le vol de crypto par un moyen que Akli, sans doute, développera, explicitera dans quelques instants. Et puis, il y a un dernier point qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas sortir de là en étant complètement paranoïaque et affolé. Mais on a eu 1 ou 2 cas concrets en France. Il y en a eu à l'étranger. Évidemment, je ne souhaite pas que ça se développe, mais il est à craindre que ça se développe. Ce sont les extorsions et les violences physiques pour vous extorquer votre seed. On a eu un cas, pas très très loin d'ici, il y a 2 ans, de torture et actes de barbarie qui se sont terminés par un homicide pour vider les wallets de la victime qui n'a rien voulu dire. Et malheureusement, ça s'est très très mal terminé. On a eu le cas aussi fin août en France de quelqu'un qui devait beaucoup d'argent à des gens pas très recommandables. Ces gens pas très recommandables savaient que la personne qui leur devait de l'argent avait beaucoup de crypto. Quand je dis beaucoup, c'est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions d'euros en équivalent. Ces gens peu recommandables ont été malheureusement extrêmement malins. Au lieu de s'en prendre physiquement aux détenteurs des cryptos, ils ont kidnappé le papa. Donc ils se sont présentés en se faisant passer pour des livreurs Amazon au domicile des parents, 70-75 ans. Et une fois que la porte était ouverte, un sac de patates sur la tête, Serflex avec les mains dans le dos, embarqué dans une camionnette avec un pistolet sur la tempe. Et ils ont appelé la personne qui détenait les cryptos en disant écoute, tu veux peut-être pas nous donner tes sites, tes passe-phrases ou autres, mais il va peut-être falloir, sinon on va s'en prendre à ton père.
Voilà. Donc ne sortez pas d'ici en étant complètement paranoïaque et en vous retournant toutes les 5 minutes. Mais ça veut dire aussi qu'il faut peut-être éviter d'afficher certains signes extérieurs de richesse. Une casquette. Alors les t-shirts, ne commencez pas tous à vous changer. Mais sur vos comptes de réseaux sociaux, évitez d'étaler certains de vos biens. Alors, une précision sur le phénomène sériel, donc les différentes affaires qui se ressemblent et qui circulent un peu en Europe depuis 2-3 ans. C'est en gros des groupes plus ou moins organisés qui, par l'ingénierie sociale, on discutait avec Jacques Favier juste avant, finalement la nature humaine c'est la même, quelle que soit la technologie, il y a toujours la faille humaine et la mise en confiance des autres, l'ingénierie sociale. Donc c'est des procédés qui sont classiques, mais qui visent en particulier vraiment le haut du panier entre guillemets financier, donc les family office, les enfants de familles millionnaires ou milliardaires. Et c'est avec des rendez-vous en gros dans des grands hôtels particuliers ou des restaurants huppés dans des capitales européennes. Et la personne est elle est invitée à créer un wallet, donc sur une application mobile. Et en fait, comme elle ne connaît pas nécessairement le fonctionnement, elle affiche sa CID. Et en fait, il n'y a pas de procédé ultra technique, hein, c'est vraiment de l'ingénierie sociale. Au final, la CID du wallet qui a été créé ad hoc pour faire une transaction, après les criminels l'ont identifié et y ont accès, et donc ils vident les comptes qu'il y a dessus en fait. Donc ça, c'était sur ce procédé de vol de cryptoactifs sur des grandes fortunes. Et sur un ton un peu plus léger, du coup, vu le témoignage récent avec homicide, etc., j'ai envie de dire, moi ça fait un petit moment que je suis dans le domaine, même si j'étais pas nécessairement proactif avant de rentrer dans l'administration. Auparavant, je travaillais à Bercy, à la Direction nationale d'enquête fiscale. Et effectivement, je me suis aperçu qu'en tant qu'inspecteur des impôts, à chaque fois que je demandais aux gens s'ils avaient des cryptos et s'ils étaient riches, ils me disaient non, moi je suis pas riche, hein. Moi vraiment j'ai pas fait beaucoup d'argent, j'ai pas d'impôts à payer, je suis vraiment pas riche, hein. Et j'ai envie de vous dire, quand vous regardez ceux que vous prenez pour des amis ou des personnes qui vous demandent quel est votre niveau de fortune, imaginez-vous que ce sont des inspecteurs des impôts. Voilà. Alors, tu l'as un petit peu évoqué quand tu as parlé du PSAN tout à l'heure. Sébastien, quelle est la relation des organismes de lutte contre la cybercriminalité avec le régulateur peut-être Je dirais que dans le cadre du PSAN, parce que pour prendre un exemple qu'on connaît tous, le PSAN en fait requiert un certain nombre on va dire d'organisations internes. Et parmi l'organisation interne, il est prévu que typiquement vous devez être en situation de réagir, par exemple à une situation de gel des avoirs. Donc ça c'est en général un process qui est bien décrit dans le cadre d'une politique dite de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et aussi, évidemment, il y a une obligation d'honorabilité. Donc, on va demander aussi typiquement votre CV, vos expériences, etc. Et quelque part, dans quelle mesure vous êtes aussi en capacité, si vous voulez, de faire le métier pour lequel vous demandez, on va dire, une autorisation du régulateur. Ensuite, il y a, un dispositif, évidemment, de cybersécurité qui doit être mis en place. Donc cela, je dirais à deux niveaux. Un, sur, on va dire, la documentation, si vous voulez, de process, pour être en capacité de réagir à des crises. C'est-à-dire, demain, si vous avez une crise cyber, quels sont les process que vous avez mis en place et de façon très opérationnelle et détaillée. Et puis enfin, il y a un volet, on va dire, plus technique à cela. C'est typiquement de faire des audits réguliers pour justement voir si vous avez des vulnérabilités. Voilà. Donc on va dire, cela, c'est, on va dire, le point de départ pour, on va dire, des acteurs régulés et justement prémunir des situations, on va dire, justement de faux placements, etc., etc. Mais force est aussi de constater que beaucoup d'acteurs ne sont justement pas régulés et on va dire, il y en a aussi qui sont, on va dire, en zone plus grise.
Et cela, évidemment, complexifie la chose. Et il est évident qu'en tant qu'acteur non régulé, qui plus est dans des juridictions, on va dire, lointaines, des fois, on se heurte après au souci de la coopération internationale. Et ça, c'est vrai que ça fait aussi partie des enjeux. Alors, deux volets dans la coopération avec les grandes plateformes. Un premier volet qui est plutôt anecdotique en termes de fréquence, c'est que les grandes plateformes, elles aussi, peuvent être victimes de compromissions, d'attaques, de choses comme ça. Et donc, quand elles portent plainte, c'est la gendarmerie ou la police qui va enquêter. Mais ça, fort heureusement, c'est fort rare. L'objet principal de notre collaboration avec les plateformes, c'est tout simplement que dans l'espace judiciaire européen, mais également aux États-Unis ou ailleurs, elles ont un certain nombre d'obligations qui ont été évoquées, d'obligations légales, notamment LCBFT, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et donc, elles ont un devoir de vigilance et de signalement des mouvements suspects. Alors, cette obligation de signalement de mouvements suspects, c'est pas auprès de la gendarmerie qu'elles ont l'obligation de le signaler, mais c'est auprès d'autorités telles que Tracfin, qui dépend du ministère de l'économie et des finances, et Tracfin qui ensuite va signaler ça au procureur de la République, qui éventuellement va saisir la gendarmerie pour lancer une enquête judiciaire. L'autre volet de cette coopération et de ces obligations légales, eh bien, c'est que au sein de l'espace judiciaire européen, ces grandes plateformes, elles sont tenues, de par la loi, de déférer à ce qu'on appelle les réquisitions judiciaires. Donc typiquement, dans une enquête judiciaire, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne ou ailleurs au sein de l'Union, dans le cadre d'une enquête judiciaire sous le contrôle donc, du procureur de la République ou d'un juge d'instruction, le Code de procédure pénale nous autorise à adresser une réquisition judiciaire aux grandes plateformes pour que ces plateformes nous communiquent les données qu'elles ont l'obligation de conserver sur tel ou tel client ou sur tel ou tel compte. Les données, ça va être des données de KYC, ça va être des données de log IP, ça va être les données qu'elles ont l'obligation de conserver au sujet de leurs clients et des transactions. Et du coup, ce type de données-là, en fait, il y a un enjeu aussi, puisque les plateformes ont une manière des systèmes d'information qui sont différents les uns des autres. Si vous avez téléchargé votre balance et votre historique des transactions sur une plateforme, c'est peut-être pas le même exactement que celui que vous avez téléchargé sur une deuxième plateforme. Le problème, c'est que il faut qu'on parle tous la même langue normalement, en fait. Et donc, les choses sont en train d'évoluer au niveau international par le biais de l'OCDE notamment, pour qu'il y ait un espèce de framework qui soit commun, ou en tout cas qu'on parle à peu près le même langage quand on reporte les différentes opérations et les transactions qui sont faites. Mais ça, c'est du côté plateforme de ceux qui nous envoient l'information. Et de l'autre côté, il faut que les forces de l'ordre, mais les autorités publiques en général, soient en capacité de pouvoir traiter l'information et de pouvoir rendre un service public de qualité et donc monter en compétences, notamment à travers les dispositifs de formation en interne qui existent, mais également en s'ouvrant sur la société civile, le cas échéant, en fonction des différentes opérations. Une précision extrêmement importante. La France et l'Union européenne, c'est un espace de liberté, c'est un espace de libre entreprise, c'est un espace démocratique et c'est un espace d'état de droit. Et donc la France et l'Union européenne, c'est pas Big Brother. Et donc ces plateformes, elles sont soumises à des obligations, mais en aucun cas dans ces obligations, elles ne doivent envoyer un flux continu d'informations permanent sur toutes les transactions, sur tous les clients. C'est pas comme ça que ça se passe, ni en France, ni dans l'Union européenne. Et de la même façon, quand on adresse une réquisition judiciaire à une plateforme, tout comme on adresse une réquisition judiciaire à une banque ou à un opérateur de téléphonie mobile, c'est sur une personne en particulier ou un compte en particulier, avec un motif particulier sous le contrôle d'un juge. Donc, en aucun cas, on ne va demander un accès, on n'a pas le droit, et encore une fois, c'est pas l'objet dans un état de droit. On ne demande pas à avoir accès à l'intégralité du fichier client, on ne demande pas à avoir accès à l'intégralité On n'a pas le droit, tout simplement. C'est pas comme ça que ça se passe en France et en Europe.
Pour continuer un petit peu et rebondir sur ce que vous avez dit, puisque tu as évoqué d'ailleurs le fait que les crypto-monnaies, ou tout du moins posséder des crypto-monnaies, pouvait attirer la criminalité et du coup ouvrir la voie à une autre forme de recel de crypto, puisqu'on était un peu en dehors de la cybercriminalité dans un sens, avec l'exemple du colonel. Il s'agirait un petit peu aussi de voir comment les crypto-actifs peuvent permettre, ou en tout cas comment la technologie de la blockchain peut vous permettre, à l'inverse quand même, de lutter de manière positive contre la cybercriminalité. En tout cas, là où je voudrais en venir, c'est que les crypto-monnaies, là, ne sont qu'un outil. Et il s'agirait dès lors aussi, je trouve, de souligner un petit peu sur la fin là, de cette conférence le fait que la blockchain est aussi un super outil pour enquêter et pour la traçabilité des fonds en tout cas. Alors un super outil, peut-être que Akli, tu vas nuancer tout ça. Encore une fois, hein, la gendarmerie, la police, la justice... nous ne sommes pas là pour surveiller tout et tout le monde et pour veiller sur tous les protocoles, sur toutes les blockchains, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas notre métier. Accessoirement, on n'en a pas les moyens humains, matériels, technologiques. Et quand bien même on aurait les moyens matériels, humains et technologiques, il faudrait que du côté des autres administrations partenaires, typiquement la justice, ça puisse suivre également en termes de volume. Donc dire que la blockchain est un formidable outil pour la police, pour la gendarmerie, pour la justice, je suis prudent parce que ça peut laisser penser qu'on surveille tout et tout le monde tout le temps. Non, je dirais plutôt que c'est un outil. Par rapport au monde bancaire classique, il y a des différences essentielles du point de vue de l'enquêteur que je suis. C'est que du point de vue de l'enquêteur que je suis, les transactions bancaires classiques, par nature, elles sont secrètes. En revanche, les clients, ils sont par nature, normalement, parfaitement identifiés, identifiables. Les clients, dans le monde bancaire classique, ils ne sont pas pseudonymes, ils ne sont pas anonymes, ils sont, j'allais dire, un visage découvert. Modulo, les fiducies, les prête-noms, les hommes de paille, etc. Mais il y a un nom, il y a une identité. Du côté des cryptos, j'allais dire, c'est tout le contraire. Les transactions, elles sont publiques. Par contre, les détenteurs des fonds, ils sont, alors, d'après les journalistes, ils sont anonymes. Je préfère dire qu'ils sont pseudonymes. Et donc, il faut qu'on lève le pseudonymat ou l'anonymat sur les titulaires des comptes. Par contre, les transactions, elles sont publiques. C'est la grande différence entre les deux mondes du point de vue de l'enquêteur que je suis. En fait, si on veut avoir un positionnement qui soit juste et qui soit équilibré sur les aspects négatifs ou positifs en fait, des registres distribués, puisqu'il n'y a pas que les blockchains, c'est les registres distribués, c'est des blockchains, des DAG, il y a plein de types de protocoles différents. Concrètement, c'est pas uniquement sur l'aspect répressif, l'aspect policier, que la blockchain peut apporter des choses. En réalité, la blockchain, elle permet de vérifier collectivement des choses qui jusqu'ici nous obligeaient à nous faire confiance les uns et les autres. Et donc, on est plutôt sur des sujets qui ne relèvent pas nécessairement de la gendarmerie ou de la police, mais qui relèvent plutôt de la transformation publique, de la confiance. Quand on paye des impôts, est-ce que les impôts sont dépensés correctement ? Peut-être avoir davantage de transparence et de visibilité sur les différents mécanismes de gouvernance. Et normalement, ça paraît totalement naïf et idéaliste, mais on a déjà des États, des cantons en Suisse, des États ou des États aux États-Unis, par exemple, qui commencent à utiliser la technologie sous-jacente pour essayer d'avoir un peu plus de transparence et un peu plus de participation des citoyens. On peut parler de plusieurs sujets, mais notamment tout ce qui est budgétaire, tout ce qui est procédure de vote. Je ne parlerai pas de l'Estonie, où en gros, au lieu d'avoir 40 000 déclarations différentes, vous pouvez aussi avoir un portefeuille que vous gérez vous-même et vous pouvez autoriser ou non des gens à utiliser vos données, des administrations publiques. Quand elles ont besoin de vos données, c'est vous qui les autorisez ou pas à utiliser vos données en fait. Donc voilà, il y a pas mal de sujets sur lesquels la blockchain va, de mon point de vue, apporter beaucoup de choses. Et c'est un sujet qui est peut-être un peu
plus de long terme par rapport à tout ce qui est cybersécurité, malveillance. Juste sur la cybersécurité, encore une fois, l'aspect ingénierie sociale, l'aspect humain, ce que je disais, vos amis, la relation que vous avez aux autres, c'est des aspects qui sont importants et qui existaient avant. Et c'est sur ces aspects-là qu'il faut être le plus vigilant. Et un dernier point sur... on n'arrête pas de parler depuis un an maintenant, un peu plus peut-être même, mais le chat GPT, tout ça, l'intelligence artificielle. Il y a un élément important sur les prochaines années qui risque d'aggraver les choses, qui est le fait que du coup, les escroqueries, les vols, etc. reposent beaucoup sur la simulation, sur le fait de se faire passer pour quelque chose de légitime ou se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, en reprenant le logo, en reprenant la charte graphique, etc. Imaginez tout ce que l'IA générative va pouvoir faire, va pouvoir améliorer chez les cybercriminels. Et là, très honnêtement, on peut se dire qu'on a du boulot, quoi. On est sur le bout de la fin aussi. Oui, et puis moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, le point important, ce qui est intéressant dans la blockchain, c'est que c'est cette notion, on va dire, de base de données décentralisée, et justement qui permet, on va dire, de lutter contre les flux, on va dire, qui sont problématiques. Mais pour autant, effectivement, le colonel a utilisé une expression, on n'est pas dans Big Brother. Cela est tout à fait vrai. Et tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un qui est peut-être dans l'audience, on parlait de comment lever l'anonymat, etc. Force est de constater que cela ne relève pas du systématique. Et systématiquement, d'un wallet, on n'est pas forcément... Alors, je parle si on ne fait pas de saisie, par exemple, de données depuis des exchanges centralisés, on n'est pas forcément en capacité de savoir à première vue qui est derrière. Donc, je dirais, ça, c'est quand même aussi un élément, on va dire, protecteur d'un point de vue, grand public, mais que factuellement, ce qui compte pour nous, c'est de pouvoir lutter contre un phénomène qui, des fois, aussi nuit à l'écosystème, et finalement d'en préserver l'intégrité. Donc ça, pour moi, c'est une notion qui est fondamentale. Je dirais, quand on fait des investigations, c'est parce que je dirais il y a matière derrière. On n'est pas dans des situations où on va investiguer, on va dire, pour le fun, sur des situations, je dirais, qui n'ont pas le mérite d'être traitées. Donc voilà un petit peu aussi ce que je voulais rajouter. Concernant la technologie de la blockchain, effectivement, elle peut être aussi plus sécurisée, puisqu'elle est moins sensible qu'une infrastructure type Web 2 où tout est centralisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir l'attaquer aussi facilement qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire pirater votre compte Facebook ou autre, puisque toutes les données sont à droite, à gauche, et donc elles sont bien décentralisées. Du coup, la blockchain peut aider au niveau sécurité sur ces points-là. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Alors du coup, sans transition, puisqu'on a un petit peu débordé, nous vous remercions pour votre écoute et puis nous vous invitons à aller rejoindre Maxime et la soirée qui vous attend avec GG Crypto. Merci beaucoup.